role does cultural diversity play in achieving the Ministry of Finance objective? Where we will take a listen to Desiree Kongo-Ilanga, Director of Standardization and Material Accounting at the Ministry of Finance, and also Monique Mbela. In sports, Isosa of Limbe have been docked points and fined after a chaotic playdown clash that saw their captain headbutted by the referee, while Gazelle Football Academy's abandoned fixture handed Dynamo of Douala all 3 points after security concerns halted play. These stories and many more will be yours tonight. Welcome once again, ladies and gentlemen. Tonight's newscast opens in the French language. With you, Makeda Lidi. Good evening. Bonsoir, Onila Donette. On démarre ce journal par cette intoxication alimentaire. Poursuit en réanimation. C'est le bilan ce 25 juin en mi-journée à l'hôpital Lakentini de Douala. Ces enfants auraient consommé des biscuits distribués par un commerçant qui s'est rendu lui-même aux forces de sécurité hier. Oriente donc et Jules Leport pour les détails. L'hôpital Lakentini de Douala ce 25 juin 2025, c'est désormais le calme après le vent de panique qui y a soufflé la veille. Cris d'enfants, membres de famille inquiets, cette fin de journée du 24 juin aura été chargée en émotions. Puis cet après-midi, nous avons reçu une centaine d'enfants qui ont été victimes d'une intoxication alimentaire au quartier New Bell. Et sur l'instruction de Madame le directeur de l'hôpital Lakentini, nous avons donc déployé le plan d'urgence qui a permis de créer des corridors spéciaux pour recevoir ces enfants. Nous avons effectivement mis en place les équipes, toutes les équipes. Il y a plus d'une centaine de personnels de l'hôpital Lakentini qui s'est déployé pour que nous puissions gérer cet afflux de patients. Et tous les services ont été réquisitionnés et je peux vous garantir que tous ceux qui ont été reçus ont été effectivement vus, ont été pris en charge. On note simplement qu'à l'heure actuelle, nous ne dénombrons aucun décès de ceux qui sont arrivés à l'hôpital Lakentini. Bilan inchangé à quelques cas près selon le communiqué rendu public par cette formation hospitalière. 19 enfants et 1 adulte ont pu regagner leur famille quelques heures après leur arrivée. Ce qu'on va faire, on va libérer les enfants qui sont stables sur décharge. Sur décharge. Vous entrez, vous déchargez. Vous entrez, vous déchargez et puis vous ramenez votre enfant à la maison. S'il a un problème, vous le ramenez. Sur les 85 patients restants hospitalisés mis en observation, le bilan actualisé à 12 heures ce 25 juin fait état de 6 victimes, toutes des enfants avec un cas sévère et hors de danger, dont le suivi se poursuit en réanimation. Une cellule d'écoute a été mise en place au sein de la maison du patient, appuyée par des psychologues pour l'accompagnement des victimes et leurs familles. Tous répartis de la consommation des biscuits d'origine douteuse. Moi j'étais au boulot, on m'appelle aux environs de 15 heures moins. On me fait savoir que Makeda, Makeda qui est ma fille, ma petite fille, puisque c'est l'enfant, mon petit frère, je vis à la maison avec l'enfant, qu'elle est tombée. On l'a menée d'urgence à l'hôpital de Nubel, dans l'hôpital d'ici de Nubel. Moi, directement, je me suis rendu à l'hôpital de Nubel. J'arrive, je trouve seulement Makeda à la mort, qu'elle est décédée. Elle a 5 ans. Et curieusement, pendant qu'on est en train de s'agiter de gauche à droite, il y a les spéculations de part et d'autre. On nous amène encore notre enfant de 3 ans. Subitement, elle est décédée également. On a compris que c'était quelque chose qui n'allait pas. Et voilà, maintenant, je me rends compte que ma fille également, Elsa, Kapchetamoko Elsa, elle également, elle a mangé du biscuit. Elle dit qu'elle a mangé du biscuit. On les a transférés à l'hôpital de Nubel. Et c'est de l'hôpital de Nubel qu'on les a orientés ici. Dans les couloirs de l'hôpital Lakentini, ce sont des parents affolés avec une histoire quasi similaire. Il y a ma fille qui a aussi mangé les galettes. On dit que quelqu'un est venu au quartier partager les galettes aux enfants. La mienne a mangé. Dès que je suis arrivé, j'ai seulement vu comment sa maman la transportait pour l'hôpital de Nubel. De là, l'ambulance nous a amenés ici. C'est mon petit-fils. Ma mère m'a appelé étant au marché que les enfants sont morts. Il demande que les enfants sont morts. Comment les enfants ont mal au biscuit. Ma nièce, elle a l'urgence.
Elle a 17 ans, elle a l'urgence. C'est un monsieur un musulman qui partageait le biscuit. Oui, et mon petit-fils aussi a mangé ça. Le même biscuit, c'est pour ça qu'il a l'urgence aussi comme ça. On a dit qu'il est parti, il s'est dénoncé lui-même. Que depuis qu'il partage le biscuit, les enfants ne font que tomber. Oui. Il ne sait pas alors. Le gouverneur de la région du littoral et d'autres autorités administratives sont descendus sur les lieux, s'enquérir de la situation. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes réelles de cette intoxication massive et les mobiles du donateur. Ce sont les vacances scolaires. Plus que jamais, la vigilance doit être renforcée. Écoutez justement le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Adibois, qui s'est rendu hier à l'hôpital Lac-Quintini de Douala. Il revient sur les circonstances de cet accident. Devant une situation d'urgence qui s'est déclenchée dans la zone de Douala 2e et précisément à Nouvelle. Il se trouve que commerçant, peut-être qui fait un peu de la boulangerie de manière traditionnelle, pas forcément classique, est connu comme celui qui pourvoit en termes de galettes au niveau de cette unité. Et les enfants qui ont consommé ces galettes se sont plaints de violents maux de ventre. J'allais simplement dire qu'il y a eu des cas d'intoxication à partir de ces galettes-là. Et l'auteur lui-même s'est rendu au niveau de la gendarmerie parce que certainement il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passe. Et la situation nous a donné de mobiliser les services de santé pour qu'on prenne rapidement en charge ces enfants. Et tous ceux qui ont eu à consommer ces galettes sont un peu mal en vue. Cependant, nous pouvons dire que nous enregistrons 2 cas de décès et au niveau de l'hôpital de district de Nouvelle. Mais ici, au niveau de la Quintini, on a plus de 60 enfants qui sont arrivés, qui sont sous bon contrôle. Donc du côté de la Quintini, on n'a pas encore de cas de décès. Nous voulons simplement dire que la situation est sous contrôle et que les populations qui nécessairement suivent ces enfants puissent également observer un certain calme. L'hôpital prend des mesures énergiques et Madame le directeur de la Quintini, n'est-ce pas, est à pied d'œuvre. Elle peut, n'est-ce pas, vous donner une situation du point de vue clinique. C'était donc le gouverneur du littoral qui revenait sur les circonstances de cette intoxication alimentaire survenue ici à Douala, notamment dans le 2e arrondissement de la cité économique. Le vivre ensemble et la promotion du bilinguisme sont des sujets au centre d'un atelier de renforcement des capacités des personnels de la comptabilité matière du ministère des Finances. Cet atelier qui a ouvert hier se poursuit ce jour. On voit tout ça avec Inès Pangon. Tous différents, mais appelés à travailler ensemble pour atteindre les objectifs assignés au ministère des Finances. Les personnels du département de la normalisation et de la comptabilité matière sont appelés à utiliser la diversité comme un atout de croissance. Le respect des uns et des autres à travers la culture, respect de la culture de l'autre, respect du soi de chacun, respect de la culturalité, j'en viens, que nous apportons chacun de chez nous, mais que nous devons mettre soit à profit, soit garder par devers nous en fonction des circonstances pour l'atteinte des objectifs du département. La différence culturelle, avec un accent sur le bilinguisme, est au centre d'un atelier de renforcement de capacités. Le rôle du bilinguisme, c'est déjà les 2 langues nationales, c'est
un véritable outil de travail. C'est également un levier de performance. Un agent public qui a toutes ses bonnes capacités en français et en anglais, et il va de soi qu'il va être compétent, de sorte qu'il puisse être vraiment un levier, un véritable levier ou un élément, un acteur dans la performance de la direction. La formation de 3 jours est ouverte ce 24 juin 2025 à Yaoundé. Talk about that training ongoing in Yaoundé. Well, what role does cultural diversity play in achieving the Ministry of Finance's objective? Desiree Kongo-Elanga, Director of Standardization and Material Accounting at the Ministry of Finance, and Monique Mbela, trainer, discussed this topic with our cameraman Thierry Onde. The training is to bring all the DNSTM staff together. We come from different regions and we have to share one vision here. So it's very important for us to gather and work together in the only vision we have here is to attain our objectives, the objective that was given to us by the hierarchy. So we have to improve ourselves, to manage all these differences so that we can reach, we can improve, or we can attain our objective in the department here. We want that after the 3 days workshop or training, they should be more conscious of the order, of the person who is coming in front of them. Not only the colleagues, but the users, because we are a public administration, so it means we are bound to receive our users well for the attainment of our objectives. So it's to let them know when somebody is coming, being it a French speaking or English speaking or from the north or the far north regions, that they have to take time, take a step backward, then receive the person in a polite manner, taking into account his difficulties, the obstacles he may bring in with him as he's coming, and we want to put an emphasis on that. Donc, par la présence de l'entrepreneuriat féminin, c'est à la faveur du Salon national des femmes entrepreneurs qui s'est ouvert ce jour même dans la capitale camerounaise Yaoundé. Les travaux ont permis d'élaborer et d'établir un certain nombre de difficultés que rencontrent ces femmes entrepreneurs. Il y a l'accès au financement, le faible taux d'alphabétisation, en passant par le manque d'information. Le compte rendu de cette journée avec vous, Inès Pangon et Thierry On à Yaoundé. 27% de femmes en Afrique subsaharienne sont entrepreneurs et c'est d'ailleurs le taux le plus élevé au monde. Seulement, la grande majorité de ces dames exercent encore dans l'informel. Au Cameroun, en 2020, 38% d'entre elles ont réussi à passer du secteur informel au formel. Un pari au féminin à relever qui doit tenir compte des obstacles d'une société africaine encore misogyne. Pour difficulté d'accès à la bonne information, des actes de discrimination de tout genre à travers de forts sentiments de misogynie, des soutiens assez peu marquables du côté des institutions financières, d'un taux d'alphabétisation et d'éducation des femmes à améliorer et enfin d'un entrepreneuriat encore trop informel. Et même d'un cadre juridique pas toujours valorisant. Bien que la VNK soit conçue pour profiter à l'ensemble des citoyens africains, il n'y a que 2 mentions du terme égalité des sexes dans le rapport et le mot femme n'est mentionné qu'une seule fois. Étant donné que la majorité des femmes qui exercent des activités entrepreneuriales et commerciales en Afrique sont engagées dans des activités à faible investissement, l'absence de mention et de description particulière de la manière dont ces entreprises portées par les femmes seront incluses et prises en compte dans le cadre de la CECA est un sujet de préoccupation. Les femmes qui osent exposent leur savoir-faire à la 2e édition du Salon national de l'entrepreneuriat féminin au Palais des Sports
à Yaoundé. Fait dans les accessoires de mode à base de divers textiles, soit les perles, soit les jutes, soit les tissus. Je fais aussi dans les savons liquides. Nous faisons aussi dans les épices de cuisine. Nous formons des jeunes dans le marketing digital, dans des vidéosurveillance et plein d'autres. Et nous avons aussi une activité de vacances. Le salon, ouvert ce jour, s'achève le 28 juin prochain. Une occasion de formation, de réseautage et de promotion organisée par la Fédération des associations des femmes entrepreneurs du Cameroun. Let us rewind back to the International Widows' Day, where we listen to the heartbreaking story of Ngo Bilaisi as she exposes the harsh realities widows face, from social stigma and family betrayal to economic hardship, calling urgently for stronger protections and community support to restore their dignity and empower their futures. Crystal Asexuele and Julie Paul have this report. The edition of Widows' Day in Cameroon themed Amplifying the Voice of Widows for Peace and Development, a responsibility for families and communities, shines a spotlight on the harsh realities widows face nationwide. Take Ngobila Ayisi Elate, a widow who has endured not only profound loneliness and psychological pain, but also social stigma and discrimination. After her husband's death, she lost the respect and protection once granted by her marital status, becoming vulnerable to insults, blackmail, and social isolation, even from her own son and relatives. C'était déjà trop grave. Quand mon mari meurt, je suis hospitalisée. It was already very serious when my husband died. I was hospitalized, and after a week, my son told me the news. Then they organized the funeral. After that, my older sister called me and said there was the body viewing. I told her I was lying in the hospital bed and wouldn't know how to get to the viewing. I told her my husband was already dead and I was still alive. When I left the hospital, my son took my bag, took the house papers, my marriage certificate. He took everything. I asked him to give me back my things, but he did not understand. Je lui ai dit, remets mes choses comme tu prends là. Il n'a pas compris. Il a pris tout ça. Je suis restée. Je n'avais pas la force de me lever pour... Il est parti avec. Furthermore, she has confronted numerous challenges, including disputes with her son over inheritance, who denies her any assistance, leaving her destitute and at risk of exploitation. Fortunately, her daughter has stepped in, providing shelter and food, offering a vital lifeline amid hardship. Que j'étais malade chez lui, sa femme commence que ma fille doit envoyer la contribution du loyer. La contribution du loyer, toi tu as loué chez moi. When I was sick at his place, his wife started asking my daughter for money as a contribution to the rent. Whereas when I was at my home, she lived with me without any problem. It got to the point where he could drop me off and away. After that, my daughter was forced to rent a modest room for me in Yaoundé and buy me food online, which was then brought to me. Before that, I had to stay at a cousin's place. My son went to talk to him and he even started locking me out of my bedroom. That's how my daughter ended up renting the room for me. Le cousin aussi, mamie, a commencé que le soir, à l'heure où je dois aller me coucher, sa soeur venait fermer ma chambre. Si elle ferme ma chambre, ça veut dire que je dois partir. C'est là que ma fille a loué la chambre moderne là. Je suis partie habiter là-bas.
parce que son frère ne pouvait plus me supporter. Many widows like Ngobila struggle to support their families with some resorting to illicit activities or early marriages for their children as desperate survival strategies. Although the government offers psychosocial support and capacity building programs, weak enforcement of protective laws and overriding traditional customs often leave widows unprotected. Widows' Day thus serves as a powerful call to action for families, communities, and policymakers alike to acknowledge widows' struggles, uphold their rights, restore their dignity, and empower them economically and socially. Only by doing so can Cameroon foster peace and sustainable development for all its citizens. Parlons d'autre chose à présent, renforcer les capacités des managers des entreprises. C'est le but d'un séminaire récemment organisé par le Fonds national de l'emploi ici à Douala. Les travaux avec pour thème la génération Z en entreprise ou les nouveaux défis managériaux. Reportage. Selon les experts, le premier capital d'une entreprise est son capital humain. S'assurer que celle-ci dispose d'un personnel qualifié, c'est le but du séminaire organisé par le Fonds national de l'emploi à Douala le 18 juin dernier. Séminaire qui avait pour thème la génération Z en entreprise ou les nouveaux défis managériaux. Génération Z qui a ses codes, ses valeurs, ses manières d'agir et de penser que les RH et les responsables d'entreprise actuellement devraient chercher à comprendre, question de tirer le maximum de ces personnes-là pour la bonne performance de nos entreprises. Donc la génération Z, ce sont ces personnes nées autour des années 1995 et qui aujourd'hui ont entre 18, 25, 30 ans et qui arrivent massivement sur le marché du travail. Et ces nouveaux jeunes qui font leur entrée en entreprise nécessitent une gestion assez particulière à cause de leur caractère vulnérable. Je suis content d'être là aujourd'hui, je suis content que le FNE puisse organiser ce genre de formation qui met à l'auteur les managers. Et c'est pour voir comment on doit gérer la génération Z. Donc il faut qu'on maîtrise comment on veut les gérer parce qu'ils sont vraiment volatiles, ils sont un peu plus vulnérables et l'ancienne génération doit savoir comment les gérer dorénavant pour qu'ils soient retenus dans les entreprises. L'activité de ce jour permet au FNE de renforcer les compétences des entreprises, notamment des responsables des ressources humaines. Si les chefs d'entreprise ne font plus confiance au Fonds national de l'emploi, cette activité démontre aujourd'hui d'appeler les autres qui sont en train de traîner du pas à venir vers nous pour leur démontrer que nous pouvons encore apporter quelque chose au niveau des entreprises. Échange avec les RH, partage d'expériences ont meublé ces séminaires. Et nous voici dans la page sportive de ce journal football. Réaction de la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels à la suspension du président du SINAFOC et de son secrétaire général. Il y a ingérence de l'instance internationale dans les affaires courantes du football camerounais. L'indignation est de l'Association nationale des footballeurs camerounais ANFC. Lucien Metomo, son président, l'a fait savoir dans un communiqué rendu public le 23 juin. Oriane Donquin. L'ancienne gloire du football camerounais précise d'entrée de jeu que l'Association nationale des footballeurs camerounais est la seule association qui représente les footballeurs au sein de la Fédération camerounaise de football. De ce fait, Lucien Metomo marque son profond désaccord face au déni de reconnaissance de l'ANFC comme interlocuteur légal et légitime par la Fédération internationale des associations des footballeurs professionnels. Dans un communiqué rendu public ce 23 juin 2025, le président de l'ANFC est choqué par la méprise de son association et l'ingérence de la FIFPro dans les affaires courantes du football camerounais. Cette sortie arrive à la suite du soutien de cette instance internationale à l'endroit de Jérémy Sorel Njitap et Daniel Blaise Ngos, respectivement président et secrétaire général du syndicat national des footballeurs camerounais. Rappelons que ceux-ci ont été suspendus de toute activité liée au football
pour une durée de 5 ans pour le président et 2 ans pour son secrétaire général, ceci assorti d'amendes de 10 et 5 millions de francs CFA. Des décisions souveraines et entièrement indépendantes prises par les instances juridictionnelles de la FECAFOOT et respectées par son membre, l'ANFC. Cette dernière entend rétablir par tous les moyens son honneur chèrement entamé. Elle réaffirme son soutien indéfectible aux footballeurs camerounais de toute génération confondue, son attachement aux valeurs du football et son engagement à contribuer au bien-être des footballeurs camerounais. Still in sports, Eyes of Hope's Academy have been docked points and fined after a chaotic play-down clash against Eyes of Fortuna that ended in their captain head-butted by the referee, while Gazelle Football Academy's abandoned fixture handed Dynamo of Douala all 3 points after security concerns haunted that game. Let's get more details in this report. Isosa of Limbe have been docked 3 points and fined after their MTN LE2 play-down clash against Apejes on Fu descended into chaos. The match was halted at the 40th minute with Eyes of Hope's players lying down on the turf in protest of what they saw as a dubious penalty that put them 1-0 down. The club, already aggrieved by what they claim has been consistent biased officiating throughout the play-down, felt they had had enough. During the protest, Isosa's captain Ari Jeftel Duak was called to the technical bench to collect a paper bearing a message condemning the officiating. However, the referee interpreted this as the captain leaving the field of play and showed him a red card. With tensions flaring, matters took an ugly turn when the referee shockingly head-butted the Isosa keeper, an incident that brought the match to an abrupt end. The Homologation and Disciplinary Commission has not yet ruled on the referee's violent conduct. As a result of the abandoned game, the 2023 National Interpol's champion have forfeited the fixture, with Apejes awarded 3 points and a 3-0 victory. The Limbe-based club has also been fined 500,000 francs for walking off. Further adding to their woes, Isosa were fined an additional 500,000 francs for unsporting behavior during their 2-1 loss against Fovo of Baham. In the match, Fovo were awarded a controversial penalty. Though the initial effort was saved, the rebound was turned in, a goal Isosa argued should not have stood as the assistant referee had already flagged. The commission dismissed this complaint and upheld the result. Isosa, the 2023 National Interpools champions, are yet to issue a fresh statement, but have previously decried what they described as a witch hunt against them. Despite leading in all 3 of their playdown matches, they are winless, with each match marred by penalties and red cards that have gone against them. Meanwhile, the commission also ruled on the abandoned Dynamo vs Gazelle fixture. Dynamo of Douala were thrilled 1-2 before the game was stopped due to security concerns, were awarded all 3 points after a disputed penalty sequence saw the Gazelle goalkeeper save multiple retaken spot kicks. Port puts an end to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. Do have a blissful night in the company of our programs. Good night to you, Makidali G. Bonsoir, Oni Ladonnette, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Au revoir.